Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, on va se faire une review des news et des choses que j'ai regardées aujourd'hui. Alors pour le coup c'est un peu tardif, je pense que je ferai en sorte que ça sorte un peu plus tôt dans les prochains jours. Vous l'avez certainement vu partout, Bitcoin qui a dépassé les 30 000 dollars cette nuit. Voilà, c'est super, c'est génial. Bon, en vrai ça change pas grand chose pour le moment, on verra bien ce qui se passera et on en parlera dans la suite de la vidéo. Donc Ethereum qui suit un petit peu, on est à 1900 dollars au niveau des plus belles perfs. On a Render Token ici, plus 16%, c'est pas non plus incroyable, hein. FTX à plus 9%, donc il retourne sur les presque 1 dollar, c'est bien. Nous, on l'attend plutôt sur 1,20$, 1,30$ pour peut-être prendre des profits, on verra. Sinon, bah écoutez, rien de plus à dire, des volumes autour de 22 milliards, on note et on verra en comparaison avec ce qui se passera dans les prochains jours. N'oublions pas qu'on a quand même deux news importantes cette semaine. La première, c'est le CPI, donc le taux d'inflation en Amérique. Et la deuxième, qui sera bien évidemment la mise à jour Shanghai d'Ethereum. Donc ça va avoir un impact sur le marché. On verra dans quel sens au fil de la semaine. Deux news intéressantes sur XRP. La première ici, donc c'est Jérémy Hogan qui est un peu un spécialiste en termes de législation et notamment sur les cryptos, qui nous dit globalement que XRP devrait gagner contre la SEC parce qu'elle n'a pas réussi à démontrer que légalement XRP est une valeur mobilière. Bon, je crois que le gars perd un peu patience parce qu'en réalité la SEC peut certainement encore prendre le temps pour essayer de mettre en avant certains arguments, mais voilà, ça fait parler, et lui considère que globalement, XRP ce serait plutôt comme une matière première et que du coup ce serait pas à la SEC de s'en occuper. Je vous laisse lire l'article si ça vous intéresse. Et en fait, la deuxième qui est intéressante, c'est celle-ci, qui va aussi dans le sens, disons, d'une réussite de XRP, c'est la Banque centrale du Monténégro qui fait une collaboration avec XRP pour créer sa CBDC. Donc CBDC, je rappelle, c'est une monnaie de banque centrale. Alors, en un sens, c'est positif, parce que c'est positif pour XRP, et donc potentiellement pour les cryptos, mais par contre, les CBDC, on s'attend à ce que ça fasse l'objet d'un contrôle important sur les transactions, les liquidités des utilisateurs, donc de nous, que globalement ça vienne remplacer le cash, qu'on soit complètement traqué, et c'est un petit peu contraire à l'idée crypto, qui est démocratique, qui est plus de liberté, plus de pouvoir au peuple, et donc là, Ripple qui va encore dans une direction clivante, c'est-à-dire que globalement, il va aller favoriser des choses que les crypto-maximalistes ne vont pas du tout apprécier. Moi, je suis plus tempéré, on verra ce que ça donnera, ça peut donner des bonnes choses, mais ça peut aussi effectivement être quelque chose de problématique. On verra bien, de toute façon, on ne peut pas empêcher l'arrivée de ces CBDC, on n'a pas la capacité, donc autant être le mieux renseigné possible, qui est la Banque Centrale du Monténégro, qui a décidé du coup de mettre en place sa CBDC avec du coup Ripple, hein. On sait que la BCE, donc notre banque centrale, travaille dessus, que c'est certainement la même chose en Amérique, et ça fait un petit peu écho à la banque dont on a parlé la semaine dernière au Brésil, qui veut créer son stablecoin avec Matic. Voilà. Il commence à y avoir des partenariats intéressants, et je pense que du coup c'est intéressant à suivre. On continue avec une news ici, au niveau bien évidemment du dépassement des 30 000 dollars de Bitcoin, hein. C'est forcément le genre de choses qui font parler. Et donc il y a certaines entreprises, notamment MicroStrategy, et donc Michael Saylor, qui retournent dans le vert. MicroStrategy, ils ont quand même 140 000 Bitcoin, hein. C'est quand même considérable. Donc on ne sait pas évidemment si ça va tenir les 30 000 dollars, ça c'est vrai. Mais voilà, ils sont contents, c'est positif pour le marché dans son ensemble, parce que ça fait des news en fait qui sont à tendance bullish. On continue ici avec les levées de fonds, et au final on en a eu qu'une hier qui s'appelle Xclaim. Donc Xclaim qui a levé 7 millions de dollars. On va aller voir rapidement un article, on le voit ici. Donc c'est une plateforme de trading un peu particulière parce qu'elle est liée aux faillites des échangeurs. Donc on va aller voir ça ensemble ici. Vous voyez sur leur site, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'être le plus transparent possible au niveau en fait de où on se situe dans les situations des entreprises qui ont fait faillite dans le monde crypto et qui doivent rembourser à leurs utilisateurs. Et en fait, ils se positionnent entre les utilisateurs et ces plateformes-là qui ont fait faillite, un peu comme une assurance en fait. Ils nous disent, regardez,
Donc on opère comme un échangeur pour les faillites, pour en fait réclamer de l'argent à ces compagnies crypto qui ont fait faillite et qui ont fait avec l'argent des utilisateurs. Et donc il publie en temps réel des valeurs en fait concernant euh, du coup les retraits possibles et en fait les chiffres qu'il est possible d'avoir, donc qui donnent en gros de la visibilité, de l'information aux utilisateurs. Donc là en gros ils rassurent les gens tout simplement et ils disent on essaye de garantir quelque chose d'équitable et un prix qui soit précis, qui soit bien calibré pour que les gens soient le plus satisfaits possible. Alors moi, je me rends pas compte de l'utilité de la chose. En fait, j'avais pas conscience que ça existait. Je me suis pas trouvé dans cette situation-là parce que moi, j'ai pas été impacté par exemple par FTX ou les autres chutes. Donc pour le moment, je vois pas vraiment la pertinence de cet outil pour moi. Mais écoutez, ça existe et ils ont réussi à lever, comme on l'a dit, 7 millions de dollars. Ils ont apparemment du coup euh, une utilité assez importante hein, parce qu'ils existent depuis 2018. Donc, intéressant, à suivre. Peut-être qu'ils sortiront leur propre token. Je crois que pour le moment, ce n'est pas le cas, donc ça ne nous intéresse pas plus que ça parce qu'on ne peut pas investir dessus. Mais voilà, on garde ça en tête. Parce que je ne savais pas que ça existait, pour moi, c'est nouveau. Au niveau du coup de BTC, parce que c'est comme ça le gros point de la journée, voilà, il a dépassé les 30 000 dollars. Et surtout, vous voyez, on nous parlait d'Alcoin Season il n'y a encore pas si longtemps. Je veux dire, j'ai vu X tweets, X vidéos, X articles nous disant l'Alcoin Season arrive, achetez du coup tel ou tel crypto. Le Bitcoin arrive sur résistance, même moi, hein, je vous l'ai dit, hein, là oui, effectivement, on approche de la résistance. Mais je vous ai dit, pour le moment, je ne fais rien, je n'achète pas. C'est ce que ça peut s'observer. Je n'ai fait aucune vidéo d'achat récente parce que j'ai tout simplement pas acheté de crypto. Et il semblerait que j'ai eu raison. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que quand on voit cette bougie-là, on est sur du coup le graphique de la BTC dominance vis-à-vis du reste du marché, et bien le BTC continue à pump, hein. Donc il s'en est un peu fichu de cette résistance des 48%, et il l'a un petit peu break. Vous le voyez ici, on est à 48,5, 48,7, et il semble vouloir continuer. Donc est-ce qu'on va aller jusqu'au 49? Est-ce qu'on va aller à 50? Est-ce qu'on va aller à plus? Eh bien pour le moment, je ne sais pas. Mais les volumes sont sur BTC, on voit ici. Alors au niveau du RSI, on voit qu'on est en surachat. Donc est-ce que le RSI peut s'interpréter de la même façon sur ce type de graphique? Je ne sais pas. Je peux vous mentir, je ne sais pas pour le moment. Mais on le voit ici, on est quand même en excès. Et la dernière fois que c'est arrivé, on a redescendu. Donc effectivement, peut-être qu'il faut commencer à faire attention, mais la réalité c'est qu'on est en excès depuis déjà mi-mars, depuis un mois en fait. Donc oui, c'est peut-être une bonne idée de commencer à se positionner sur des altcoins parce qu'effectivement on arrive en territoire inconnu entre guillemets. Peut-être que ça peut push, peut-être qu'on va avoir un retournement, une altcoin season directe, comme ça a été le cas ici. La réalité c'est que pour le moment on n'en sait rien, mais que le Bitcoin semble montrer des signes de force. On peut d'ailleurs le confirmer ici sur cette très très belle bougie qu'on voit ici, c'est Ethereum sur Bitcoin, et il semblerait qu'on aille plus bas. Et si on compare juste les deux, vous voyez qu'il y a encore de la marge, hein. C'est un graphique que je vous montrais à chaque fois, quand je vous montrais d'ailleurs le graphique de la BTC dominance, je vous disais, regardons Ethereum sur Bitcoin, c'est quand même intéressant. On le sait, à un moment donné, la Bitcoin dominance va se calmer, les liquidités vont aller vers Ethereum. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous le voyez ici, Ethereum sur Bitcoin, il y a eu une petite remontée sur 2 semaines, et là, on a baissé. C'est clairement Bitcoin qui est devant, puis Ethereum. Donc on va attendre que les flux commencent à aller vers Ethereum. On va regarder les volumes, on va voir ce qui se passe. Je vous propose qu'on fasse ça de suite. On va juste se mettre l'indicateur des volumes pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on voit que déjà, ils ne sont pas énormes les volumes. Mais on va quand même regarder en daily pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Donc effectivement, c'était plutôt hier, là c'est déjà légèrement en baisse, mais c'est plus haut que ce qu'on a eu pendant, disons, 2-3 semaines. Maintenant, on va regarder sur Ethereum, et ouais, c'est assez calme. Et là, vous le voyez, alors malgré tous les petits logos qu'on a ici, la bougie d'Ethereum, elle est rouge, elle n'est pas verte. Donc, pour le moment, on est toujours en Bitcoin season, si je puis dire. On continue du coup avec les unlocks de la journée. Aptos hein, qui va libérer 2,5% de sa market cap, c'est pas complètement négligeable, on verra si ça a un impact sur son prix. OpenOcean on ne connaît pas, Para on ne connaît pas non plus, et en réalité tous les autres on ne les connaît pas non plus, mais il y a Filecoin qui va libérer un petit peu 1,34 dans 2 jours et demi. Honnêtement j'espère que ça va faire un peu baisser son cours, parce que je l'attends autour des 5 dollars pour en acheter du Filecoin, ça fait un moment que je vous en parle. Là avec la hausse du Bitcoin, il est remonté à 6, et écoutez j'espère une petite baisse. On verra ce qui se passe. Je vous montre maintenant quelques tweets avant de finir. Tout d'abord, ici ProfChain qui nous dit
Le coût de base moyen des détenteurs de TH, c'est 1400 $, donc basé sur l'information qu'on va voir en dessous, et le prix spot, c'est 1900. Donc globalement, le détenteur moyen d'ETH, il est en positif très largement. Il nous dit le coût de base moyen des stakers de TH, c'est 2130 $. Donc les stakers de TH ne sont pas encore en positif. Il nous dit on a des choses à regarder. Si le cours dépasse le rouge, donc on va aller voir ça ensemble, le cours rouge, il va y avoir une hausse. Si il va en dessous du bleu, il va y avoir une baisse. Et enfin, il nous dit Coinbase et Lido sont en profit, alors que Kraken et Binance sont à l'équilibre. Très bien, voyons cela. Donc le graphique apparaît ici. En noir, on a le prix de TH. Et donc, rappelons-nous, il nous a dit si on va en dessous du coup du bleu, donc approximativement en dessous d'une valeur qui est illisible ici, qui doit être autour de 1,4, j'imagine, eh bien ça ne va pas être positif. Et si on va au-dessus de 2000, 2100, je suppose que ce sera positif. En réalité, le graphique n'est pas super lisible, mais voilà, ça nous donne quand même cette fourchette qui est intéressante. Et on voit qu'effectivement, les ETH stackés ne sont pas en profit. Et c'est vrai depuis, en réalité, ici on le voit, mai 2022, donc depuis qu'en fait on a eu la chute de Terra Luna et que globalement ETH est passé sous les 2000 $. Ok, donc à voir quel sera l'impact de la mise à jour Shanghai cette semaine, si elle a un impact. Maintenant, nouveau tweet, trade assez long, mais plutôt intéressant, sur la qualité de la hausse qu'on a des dernières semaines, et notamment au travers de Bitcoin. Donc c'est proposé par Checkmatay, et je trouve que son analyse est intéressante, elle est assez longue, et il compare globalement l'impact en fait des achats par levier avec ceux faits en spot. Donc je vous le dis tout de suite, en général on préfère que ce soit en spot pour une hausse, parce que ça traduit quelque chose de plus sain, et donc de plus solide avec des fondamentaux qui sont plus intéressants. Il commence par me dire du coup, le nombre d'open interest est plutôt en baisse. Donc on va voir ça tout de suite. Et effectivement, on voit ici, vous voyez, Future Open Interest, donc à levier, globalement en baisse depuis novembre 2022. Donc on est exclusivement sur Bitcoin. On le voit globalement ici aussi. Hein. En or, vous avez le prix, et en jaune, vous avez les leviers estimés. Et donc c'est en baisse, c'est l'observation qu'on peut faire globalement. Tout ce qui touche aux leviers, aux options, plutôt en baisse. Alors on fera une distinction entre les deux juste après. Il nous dit ici, les funding rates sont positifs, mais c'est très léger, et de l'ordre de 2% du coup. En fait, globalement, des futurs open interest, on est en baisse depuis octobre 2022. On le voit ici, hein. Donc ça a quand même été en hausse sur toute la première partie de 2022, et en baisse depuis octobre. Et ici, effectivement, ça va dans le même sens, mais depuis janvier. Ensuite, il nous dit The vast majority of new leverage coin is in option market. Donc c'est ce que je vous disais, on va faire une différence. On va se rendre compte qu'en fait les futures sont délaissés au profit du coup du marché option. Donc le marché futur lui est un peu délaissé, et on va parier plutôt en fait sur des prix dans à horizon donné. Donc on va aller voir ça ensemble. Ici on voit sur tous les échangeurs, donc globalement effectivement le volume pour les options qui a augmenté, donc en gros les liquidités sont parties des futurs pour aller sur les options, et potentiellement sur le spot aussi. On voit qu'on a plus de call que de put, donc call option d'achat, put option de vente, donc plutôt positif, des gens qui parient plutôt à la hausse. On voit que les grosses bougies en termes de call, hein, donc c'est la couleur plutôt verte, bleu-verte, c'est ici, entre 40 et 45, ici entre 34 et 35, et ici entre 30 et 31. Alors il faut faire attention avec ça, c'est des choses qui peuvent varier dans le temps, et on le voit quand même que au niveau des puts, ça va jusqu'à 14 000 avec des grosses tiges entre 24 et 26. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cette information-là. Et au niveau du coup des strike price, mais là c'est à horizon, effectivement je vous ai raté l'information, ici c'est à option à horizon 28 avril, donc d'ici du coup la fin du mois, alors que ici c'est 29 décembre, et on voit qu'on a des bougies qui vont jusqu'à 65-70 000 $. Donc c'est des options d'achat ou des options de vente si le cours va jusque-là. Notons qu'à l'opposé, on en a aussi à 5 000. Donc ça reste quelque chose d'assez éparse, de pas forcément hyper précis. Donc moi, j'utilise pas forcément toujours cette information-là. Mais là, dans ce cadre ici, c'est plutôt utile, je trouve. Donc en résumé, on a en fait, comme il dit, un downtrend dans tout ce qui est effet de levier, globalement, une baisse en fait de tout ce qui est spéculatif ici,
comme on vient de le voir, parce que c'est des outils qui sont particulièrement spéculatifs. Pourtant, on a une hausse du Bitcoin, et donc il nous dit, que se passe-t-il du côté du spot? On va regarder ici, du coup, l'arrivée des nouvelles adresses, notamment. Donc on a une hausse des nouvelles adresses, notamment depuis janvier 2022, vous le voyez ici, hein, une tendance haussière. Hein. BTC nouvelles adresses, hein, c'est la couleur jaune. Donc ça, c'est quand même intéressant. On a ici approximativement la même information un peu ajustée. Là, les volumes de transfert qui sont également en hausse depuis à peu près le milieu d'année dernière. Et enfin, là, les revenus des mineurs qui sont repassés du coup au-dessus de la tendance zéro qu'on voit ici, donc plutôt dans le positif. Donc ça veut dire que globalement, on a des informations qui sont positives, qui montrent un certain nettoyage des excès et un retour à une hausse solide, quelque chose de plutôt positif. Et il nous dit que globalement, le Bitcoin est spot driven, donc mené par l'activité spot, ce qui est considéré comme étant plus solide, plus résilient comme type de hausse. Et comment est-ce qu'on le voit? On le voit ici, en fait, avec le fait que, par exemple, les retraits sont quand même pas négligeables. On l'a vu notamment sur Binance, on avait des outflows qui étaient plus importants que les inflows, et pourtant un cours de Bitcoin qui continue de monter. Vous voyez, là, c'est quand même assez équivalent. On a une activité en volume qui est plutôt en baisse, hein, au final, sur les dernières semaines. Il nous dit ici que, globalement, la Bitcoin dominance reste solide, et c'est ce qu'on a vu ensemble juste avant sur les différents graphiques. Et il nous dit, malgré le fait qu'en fait les profits soient pris, globalement, le cours ne baisse pas. Et on va les voir ensemble du coup. Donc là, en fait, on a les outflows et les inflows globalement sur le marché. Donc, grosse période d'outflow en 2022. Petit apport de liquidité ici en janvier 2023. Et au final, ça ressort. Mais le prix n'a pas bougé. Donc, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rachètent. Au niveau du coup, ici de l'information, on a à peu près la même chose, il nous montre juste les dominances, donc on a une grosse dominance du BTC, vous voyez c'est la ligne jaune, là en bleu c'est ETH, et ensuite c'est des stablecoins, notamment envers l'USDT, là c'est la somme des stablecoins, donc on est largement dans une dominance du Bitcoin pour le moment, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Au niveau du coup des ratios profit et loss, on voit qu'on est largement dans la zone profit, mais c'est le cas depuis un moment maintenant, et au niveau du SOPR, pas grand chose à dire, là on est un peu en train de chuter. Enfin, moi la partie qui je pense est quasiment la plus intéressante, c'est ici. Qui achète et qui vend. Et donc là il nous met des choses intéressantes. Donc on a Shrimp to Fish, donc ça va être les plus petits portefeuilles qui sont globalement en train d'acheter, là en 2023. On voit qu'ils ont beaucoup vendu entre 2021 et 2022. Et là globalement, ça achète. Ici les Fish to Shark, donc un peu plus gros portefeuille, qui achètent mais un peu moins, qui sont un peu plus calmes et qui ont aussi pas mal acheté auparavant et vendu aussi en 2021-2022. Et au final, qui est en train de vendre? Eh ben, ce sont les whales. On le voit ici. Vous voyez ici, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, les whales ont acheté, elles sont en train de vendre parce qu'elles sont potentiellement en profit, ce qu'on a un petit peu vu avec MicroStrategy. Et en face, le prix ne dévisse pas parce qu'on a les plus petits portefeuilles qui sont en train de racheter parce qu'ils sont à nouveau en confiance. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez classique sur les cycles de marché. Donc, écoutez, jusque-là, des choses qui sont plutôt normales, mais qui montrent aussi qu'on n'est plus dans une tendance si positive à l'achat, parce que les whales sont plutôt en train de vendre au vu des informations qu'on a trouvées ici. Donc conclusion, il nous dit, globalement, une activité on-chain qui est plutôt positive, du spot exchange qui fonctionne bien, on a des ventes de whales, mais au final, c'est racheté, des nouveaux portefeuilles qui arrivent, même si petit à petit, et globalement, ça va bien, quoi. Les profits qui sont rachetés, on est dans une situation qui est plutôt bien construite. Ça ne garantit pas que ce sera très très idéal, mais plutôt bien. Et on est plutôt sur quelque chose qui est construit sur le spot et qui est au final plutôt healthy. Donc j'ai passé un peu de temps sur ce trade. J'espère que ça vous aura intéressé parce que, à titre personnel, je trouve que c'était bien construit et que même si c'était très riche et très dense, les informations étaient utiles. Et on va conclure cette vidéo sur Ted Macro qui nous dit, eh bien pour le moment en fait, je ne fais rien. On verra ce qui se passera dans les prochains jours avec les gros événements, notamment le CPI, et pour le moment, dérisquons-nous, enfin lui il dit je me dérisque, je me couvre, et à part ça, j'observe, je ne suis pas bullish, je ne suis pas bearish, juste en train de regarder ce qui se passe. Je suis assez d'accord avec cette posture. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à demain.